Bienvenue dans cette formation sur gérer son temps. Le temps, c'est une chose qui est à la fois qui paraît simple, et parce que finalement, il est là, tout le monde en parle, etc. Et puis en même temps, c'est une notion qui finalement, je trouve, est assez complexe quand on commence à vouloir creuser et comprendre, parce que c'est un peu une vue de l'esprit, le temps. Donc c'est plein de subtilités. Plein d'auteurs en ont parlé. On trouve plein de choses dans des poèmes, dans des œuvres, dans des peintures, dans des films. Sans arrêt, on parle de voyage dans le temps, dans le passé, dans le futur, etc. Le temps est quelque chose qui fascine notre société dans plein de secteurs, quoi. Donc le temps, finalement, il fait parler de lui tout au long de notre vie. Quand on est, qu'on est enfant, à travers les montres, à travers les horaires, à travers le découpage, à travers les journées, à travers les années, en fait, on il est là, un peu présent au quotidien dans notre vie, sans finalement, être vraiment une notion auquel on s'arrête parce qu'on croit tous qu'on sait ce que c'est quelque part, quoi. Et puis, on nous apprend à le gérer quand même depuis tout petit. On nous explique les histoires d'être à l'heure, les histoires de se lever, le découpage de temps. Au début, quand on est petit, lundi, jeudi ou samedi, pour un enfant, ça veut rien dire. À part qu'il a compris qu'il y a les jours où il y a école et les jours où il n'y a pas école, tu vois? Mais on voit bien que petit à petit, on nous éduque en fait à nous organiser à l'intérieur de ça, quoi. Et puis en même temps, il y a une chose qui est communément répartie sur chaque être humain à travers cette planète, c'est que tout le monde a 24 heures dans sa journée. Et au fond, quand on parle de gérer son temps, on vous dit, bah, ces 24 heures, c'est quoi que tu choisis d'en faire? Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, le temps, ça veut dire quoi? Et pourquoi on vous apprend à gérer notre temps? Alors, on va commencer par toute une série de définitions de plein d'auteurs. Et je trouve ça assez intéressant parce que vous allez voir à quel point le prisme peut être différent et en même temps similaire. Einstein, en 1915, dit: le temps n'a pas d'existence indépendante en dehors de l'ordre des événements dans lequel nous le mesurons. Il dit: ça n'existe pas, c'est juste une séquence. Schaeffer, en 1984, lui dit: le temps est un bien gratuit, dont chacun dispose en quantité égale. Mais le temps est bien une des choses les plus précieuses que nous puissions posséder. Il est irremplaçable, il est irrémédiablement perdu si on l'utilise mal ou pas du tout. Vous voyez comme on a encore une autre perception de ce qu'est le temps. Moi, je l'aime bien celle-là. Je me dis, oui, notre temps est précieux. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Onken, en 89. Il y a deux sortes de temps qui se fondent dans l'activité quotidienne des managers. Le temps professionnel, consacré à faire des choses, et le temps de la gestion, que l'on passe à s'assurer que les choses se fassent. Ah, c'est vrai, hein? Il y a le temps où on fait, puis le temps où on vérifie que tout est fait. L'aîné, en 2004, nous dit: le temps se vit. On ne peut pas le perdre, car on ne peut perdre que ce que l'on possède. Or, le temps n'est la propriété de personne, il est le contenant de notre vie. Quoi qu'il advienne, on vit, on ne perd jamais notre temps. C'est assez poétique, j'aime bien cette idée. Le petit Larousse illustré, en 2010, dit: le temps est une notion fondamentale, conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements et souvent ressorti comme une force agissant sur le monde et les êtres. Et c'est vrai, on a souvent l'impression de subir le temps. Maintenant, voyons en fait des définitions de la gestion du temps. Parce que c'est encore une autre subtilité. L'aîné, en 2004, nous dit: la gestion du temps est une compétence. À ce titre, elle peut s'acquérir, se développer et se renforcer. Mais cela demande des efforts. Oui, ça c'est une notion que moi, évidemment, je prône. Je vous donne une formation sur la gestion du temps. Je pense qu'effectivement, ça s'apprend. Je pense que c'est une vraie compétence. Et je pense qu'effectivement, ça demande plus d'efforts qu'on pourrait le croire. Hermel, en 2005, nous dit: la gestion du temps consiste à se doter des moyens et des outils permettant de mieux connaître l'emploi de son temps, afin d'en faire un meilleur usage. Le but de la gestion du temps est d'être en harmonie avec ses objectifs et ses priorités de vie. Et c'est bien ce que j'ai envie de vous essayer d'obtenir. Covey, en 2005, nous dit: la gestion du temps se résume en un mot: s'organiser et agir en fonction de priorités. Donc vous voyez, il y a plein de prismes dans l'appréhension du temps, comme dans la gestion du temps. Et toutes ces définitions sont, à mon sens, plus complémentaires que de s'opposer, quoi. Après, pourquoi je vous les livre toutes? C'est
portez la réflexion de lesquelles vous parlent, lesquelles vous titillent, lesquelles vous paraissent intéressantes, lesquelles vous disent: «Wow, j'en suis pas là». Et pourquoi on apprend à gérer son temps? Nous vivons dans une société où nous sommes pressés sans cesse. C'est pas facile de prendre son temps, on est toujours sollicité. Puis si on s'arrête, puis qu'on prend son temps, on est vite traité de bon à rien. Ce qui est forcément peut nous amener facilement à vouloir accumuler les choses, les tâches, etc. Puis à faire, faire et faire, parfois sans réflexion et discernement. En 2009, il y a une étude qui est menée par Gleason qui démontre d'ailleurs que la majorité des cadres n'ont jamais appris comment traiter et gérer leurs activités professionnelles au quotidien, ni comment organiser leur travail. Il est vrai qu'à l'école et jusqu'au lycée, mais même après dans les études secondaires, je connais peu d'organisations, voire même pas du tout, où vraiment on nous explique comment concrètement gérer notre temps. Ce qui fait qu'on est un peu désemparé avec ça. Et on a l'impression que c'est comme évident. Tout le monde vous dit: «Mais gère ton temps, gère mieux ton temps». OK, mais comment? Donc c'est vraiment des choses qui me paraissent importantes et au fond, pourquoi on apprend à gérer son temps? Parce qu'on va gagner en sérénité, on va gagner en équilibre et on va faire baisser notre niveau de stress, on va augmenter notre efficacité. Donc les résultats d'une bonne gestion du temps sont lesquels? C'est souvent un sens des responsabilités et des résultats qui est amélioré parce qu'on est capable de tenir des délais. C'est un attachement aux valeurs parce que le temps fait sens. C'est une importance des objectifs. Ça permet d'augmenter notre productivité. Ça permet un accroissement de l'efficacité. Ça permet de réduire le stress. Ça permet souvent d'avoir une meilleure écoute de l'entourage parce que quand on prend son temps, on prend aussi le temps d'écouter. Et ça permet d'avoir effectivement une meilleure habilité, globalement, à gérer le temps dans l'absolu. Parce que effectivement, on en a déjà un peu parlé, on est tous un peu à courir après le temps. On a souvent l'impression qu'on en voudrait davantage. Dès qu'on est chargé de plein de tâches et d'exécutions, on se dit: «Mon Dieu, j'en ai pas assez, j'en ai pas assez, j'en ai pas assez», quoi. OK, mais comme on l'a dit, tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc pourquoi l'autre en aurait assez puis toi pas? C'est là où en fait, sans doute, il y a une mauvaise gestion du temps, ou en tout cas une gestion du temps qui peut sans doute s'améliorer, quoi. Maintenant, on est d'accord, on parle de 24 heures, en général, on dort un peu, 7-8 heures, donc il va vous rester 16-17 heures à gérer entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle, etc., etc. Donc c'est ces heures-là dont on va voir comment on peut les gérer. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des lois du temps. Parce que tous nos auteurs, non contents d'avoir fait des définitions, ils ont défini un peu des lois. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont des règles, des observations, des bonnes pratiques sur justement le temps. Donc, il y a le principe d'alternance, qui est aussi connu sous la loi d'Ecclésiaste, c'est-à-dire répartir ses activités dans sa journée selon son propre rythme. L'efficacité et la créativité se maintiennent par l'alternance et la diversité des activités. Ça, c'est un principe, en fait, qu'a préconisé l'Ecclésiaste, de dire plus vous allez alterner les activités, plus vous allez rythmer votre journée entre différents temps de repos, d'activité, etc., plus en fait vous allez garder du dynamisme et de la motivation. La loi de Pareto, qui est la loi des 80-20, qui est une loi qu'on parle beaucoup en général dans l'entreprise, c'est de laisser moins de temps aux tâches de peu d'importance et de mettre le paquet sur les activités à forte valeur ajoutée. En gros, dans ta journée, concentre 80% de ton temps sur les tâches importantes et les tâches moins importantes, et consacre-y seulement 20% de ton temps. Puis bien souvent, en fait, on se laisse happer par les 20% qui nous polluent, puis on oublie le 80%. Mets tes efforts au bon endroit, quoi. La loi de Murphy. Les imprévus, s'ils doivent arriver, vont arriver. Donc, garde une marge pour les gérer, en fait. La loi de Carlson. Faire un travail en continu prend moins de temps que de l'interrompre sans cesse. Donc, limitons les interruptions. Combien de fois on voit des gens être sans arrêt dérangés dans leur travail? C'est ça qu'elle dit. Effectivement, ça a été démontré, si vous voulez être efficace dans une tâche, évitez de la découper indéfiniment. De vous faire déranger, parce qu'à chaque fois vous perdez du temps, il faut vous remettre dedans, etc. Le principe de Parkinson. Plus nous avons de temps et plus nous en utilisons. Donc fixons-nous des délais dans une tâche donnée. Et ça, c'est pareil. C'est clair et net qu'en bonne gestion du temps,
Si vous ne fixez pas des délais et que vous avez beaucoup de temps, vous ferez une tâche. Si vous avez 2 heures pour la faire, vous êtes capable de la faire en 2 heures. Si vous en avez 12, vous la ferez en 12. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Le principe de Fraisse. Notre appréhension psychologique du temps est fonction de notre intérêt pour une tâche. En somme, ne pas trop consacrer de temps à ce qui nous intéresse pour se consacrer à ce que nous voulons éviter. Qu'est-ce que ça veut dire plus posément? C'est que quand on aime faire quelque chose, en général, on va y consacrer beaucoup de temps. Parce que c'est fun et qu'on ne voit pas le temps passer. Puis quand on n'aime pas faire une tâche, en général, on a envie d'y consacrer moins de temps parce qu'à chaque fois, ça nous paraît comme un temps infini, quoi. Si je vous dis, j'en sais rien, je connais pas vos centres d'intérêt, quoi. Mais moi, quand je cuisine, j'adore cuisiner, mais je vois jamais le temps passer. Mais quand je fais la comptabilité, j'ai toujours l'impression que ça dure des heures. Pourtant, parfois, ça m'a pris exactement le même temps. Voire même, ça m'a pris beaucoup moins de temps à faire ma comptabilité que quand j'ai passé toute une après-midi à cuisiner. Mais c'est souvent très révélateur de ce qu'on aime faire et de ce qu'on n'aime pas faire. Donc oui, un rapport psychologique. Le principe d'Illich. Après un certain nombre d'heures de travail, la productivité décroît et peut même être négative. Donc, accordez-vous des pauses. Ça, j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. C'est pas ma grande spécialité. J'ai appris de plus en plus à mettre des pauses dans mes journées. Effectivement, je peux avoir tendance à pousser le bouchon un peu loin. C'est clair, hein. Là, j'en suis l'exemple concret. Oui, ma productivité va décroître. C'est évident. Mais si on séquence des pauses, bien évidemment, on reste plus alerte, puis on est capable de tenir sur des temps plus longs. Le principe de Laborite. Nous nous arrangeons pour faire d'abord ce qui nous fait plaisir. Mais commençons par la tâche la plus importante. Et ça aussi, c'est souvent un écueil en gestion du temps. On se dit, oh, ça c'est sympa, je vais le faire. Moi je dis, fais les tâches importantes, fais les tâches un peu plus rébarbatives, là où tu es le mieux, tu vas gagner en efficacité pour la suite, parce que là où c'est un plaisir, tu ne verras pas le temps passer de toute manière. La loi de Mackenzie. On met moins de temps à réaliser un projet lorsqu'on a pris le temps nécessaire pour le planifier. Planifier son travail quotidiennement. Je vous ai fait des formations sur le sujet de la planification, de l'organisation, etc. Si vous organisez les choses, c'est clair et net que vous verrez que ça va fluidifier le temps. Les paquets de 90 minutes, là c'est Launay Douaubou qui ont défini ça. Un adulte est efficient par cycle de 90 minutes. Planifions en fonction de cette connaissance, notamment les tâches importantes. En gros, c'est des cycles. Un enfant, par exemple, on dit qu'en général, il va avoir une attention de 20 minutes. Et un adulte, vous voyez, ça peut être 90 minutes. Au bout d'un moment, votre attention va automatiquement décroître, votre efficacité va décroître. C'est là qu'il est temps de faire des pauses, puis de repartir sur d'autres choses. Le principe du temps maîtrisable de Comtois. Le temps maîtrisable correspond à 50% du temps d'une journée. Le reste du temps permet de gérer les aléas. Faites un bon usage de votre temps maîtrisable. Ça, je trouve que c'est une notion qui est assez intéressante à avoir en tête parce que souvent, on veut trop planifier nos journées. Les gens qui se sentent sans arrêt débordés, c'est qu'ils oublient ce 50% de temps aléatoire. Ce qui fait qu'ils planifient toute leur journée au lieu de planifier leurs 50%. Forcément, tu es débordé. Information à connaître. À chaque fois que nous sommes interrompus, il nous faut 7 minutes pour nous remettre dans le sujet. Donc, vous voyez, 7 minutes, ça paraît court, mais c'est quand même long. C'est-à-dire que si je me déconcentre sur quelque chose puis que je dois y revenir, ça va me prendre tout ce temps-là pour me remettre dedans. Un autre point, si on veut gérer notre temps, là je vous ai donné plein de lois, plein de grands principes, etc. Mais il y a un autre point, si on veut vraiment apprendre à gérer notre temps, qu'il faut connaître au préalable, ce sont les voleurs de temps. Qu'est-ce qu'on entend par voleur de temps? C'est toutes ces petites tâches qui vont exister dans une journée et qui nous prennent du temps. C'est toutes ces petites choses qu'en général, on ne planifie jamais, mais qui vont couper. C'est eux qui vont polluer, qui vont vous prendre vos fameuses 7 minutes en permanence, etc. Donc les voleurs de temps, moi je les classe en 2 catégories. On a les voleurs de temps externes et les voleurs de temps internes. C'est quoi nos voleurs de temps externes? Les mails, ping, ping, ping. Si à chaque fois vous êtes sur une tâche et qu'il y a un mail qui arrive et que vous êtes dérangé, vous êtes sûr? Ça va être la panique à bord. Et ça va vous polluer en permanence. N'oubliez pas les 7 minutes. Le téléphone. Quand vous avez des tâches importantes, mettez sur off. Les interruptions vexantes ou répétitives, ou voire permanentes. Les réunions mal menées, avec des objectifs mal posés, trop fréquents, qui fait qu'elles vont devenir fleuves. Les démarches administratives trop longues. Les repas d'affaires. L'attente de réponse.
des distractions, des bruits, des bavardages, des déplacements. Et puis, il y a nos voleurs de temps internes. Ça veut dire que c'est pas l'extérieur qui nous confronte, c'est nous-mêmes qui avons du mal, tu sais, à nous positionner en général. L'incapacité à dire non, ça en général, c'est un gros voleur de temps. Le manque d'ordre et de classement, ça part de vous, hein. Le perfectionnisme et les détails excessifs, ça aussi, c'est un voleur de temps. Tu sais, je refais, j'affine, etc. Objectifs et priorités confus ou changeants. C'est sûr que ça, vous allez recompiler en permanence. Les erreurs que vous réalisez, les éventuels jugements en lien. Ah mon Dieu, ça va pas, là là là, ça prend un temps infini. La difficulté à déléguer, le manque de planification. Par rapport à tous ces voleurs de temps internes, vous avez des formations sur Bigger, sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à les regarder, hein, sur savoir dire non, sur s'organiser, sur le perfectionnisme, etc. Sur la planification, il y a plein de formations qui peuvent vous aider à aller une coche plus loin et à réfléchir sur ces notions-là. Donc, maintenant qu'on a compris finalement c'était quoi le temps, c'était quoi la gestion du temps, c'était quoi les grands principes d'une bonne gestion du temps, les lois, les voleurs de temps, eh ben, on va arriver sur c'est quoi à vous, votre rapport au temps. Comment est-ce que vous le gérez votre temps? Parce que moi, je trouve intéressant de comprendre ce que disent les auteurs, ce que disent les grands principes, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à comprendre comment vous gérez votre temps. Parce que appliquer des recettes de cuisine toutes faites et des méthodes toutes faites de gestion du temps, ça n'a aucun sens si vous ne savez pas d'où vous partez. Puis, on va en parler un peu de quelques méthodes de gestion du temps qui pourront vous aider. Mais je les mets à la fin parce que je veux d'abord que vous compreniez c'est quoi votre propre rapport au temps, comment vous pouvez poser vous et mieux comprendre comment vous fonctionnez à l'intérieur de ça, de manière ensuite à pouvoir appliquer des méthodes avec discernement et pas les appliquer sans aucun sens, mais peut-être de les adapter à qui vous êtes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider à apercevoir parce que chacun a sa propre relation au temps. Donc, toute une série de questions que vous trouvez dans votre PDF de cours et que je vous invite effectivement à faire, ou au fur et à mesure, là, avec moi, en faisant pause dans la vidéo, puis en répondant au fur et à mesure, ou à la fin de cette vidéo. Je vous encourage plutôt à le faire un peu au fur et à mesure ou juste à la fin, quand toute la formation que vous avez suivie est encore fraîche. Alors, première question, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir? Ça, c'est toujours, ou d'après-midi. C'est toujours une question importante parce qu'il y a des gens, ils sont plus efficaces le matin, des gens, ils sont plus efficaces l'après-midi, des gens, ils sont plus efficaces le soir. Il n'y a rien qui est bon ou mauvais. Il y a juste comment on fonctionne. Puis, ça peut changer. Moi, j'étais très, très du matin. Puis maintenant, je me rends compte que ça a évolué un peu. Je suis un peu moins je suis du matin, mais je suis quand même un peu plus de l'après-midi. Tu sais, j'ai appris à moduler ma façon de travailler avec le temps. Peut-être que je deviens flemmarde, je sais pas. Non, je deviens pas flemmarde, mais je me rends compte que mon rapport au temps a évolué avec le temps. Est-ce que vous avez tendance à organiser, à planifier, à gérer vos tâches? Si oui, expliquez comment vous faites et pourquoi. Moi, j'étais dans cette team-là, tu sais, j'organise toujours, là, tu sais, mon temps est toujours, les choses sont calées dans mes agendas, les choses sont posées, etc. J'ai besoin d'avoir cette visibilité. Tu sais, ça ne veut pas dire que je ne m'adapte pas en chemin, mais j'aime ça quand c'est organisé et planifié. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi c'est difficile? Tu sais, posez-vous un instant, vraiment, là, tu sais, puis, tu sais, c'est pas l'idée de se juger ou de se dire que c'est mal. L'enjeu, c'est juste de comprendre comment on fonctionne. Tu sais, il y a des gens, tu sais, ils sont pas dans l'organisation et la planification parce qu'ils font plus les choses un peu à dernière minute. Mais ça veut pas dire que c'est dysfonctionnel. Tu sais, il y a toujours des choses qu'on doit faire à la dernière minute. Les gens qui sont plus habitués à gérer les choses à la dernière minute sont des gens qui ont une capacité à accueillir le changement et les imprévus qui sont incroyables. Tu sais, on fait une formation sur la gestion du temps, mais comme je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire que gérer son temps, c'est toujours planifier tout 6 mois à l'avance. Si vous planifiez une semaine à l'avance et que vous êtes efficace, c'est parfait aussi. Mais je veux que vous trouviez c'est quoi qui est juste pour vous, quoi. Quels sont les voleurs de temps externes qui vous impactent? On en a parlé là des voleurs de temps externes. Lesquels vous impactent et vous polluent le plus? Reprenez la liste. Puis dites-vous, ok, c'est lesquels qui me touchent? Ben, je les regarde là en même temps que vous. Moi, l'attente de réponse peut être quelque chose
qui peut facilement me turlupiner, quoi, donc maintenant, j'essaye de mettre en place des mesures correctives et puis de de par exemple, de préciser à mes interlocuteurs que j'attends une réponse pour telle et telle date, j'essaye de mettre des tâches quand j'attends des réponses pour être occupée et pas, tourner en rond à bêtement attendre, donc après il y a quoi d'autre? Ouais, le bavardage peut être un truc dans lequel je peux tomber, bizarrement, je sais pas pourquoi. Donc observez c'est quoi vos voleurs de temps, puis qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour y remédier? Parce que l'idée, c'est pas juste de dire: «Bah, OK, moi, je vois bien que dès qu'il y a un mail, j'y réponds, ça me pollue, quoi». Oui, mais vous comptez faire quoi? Tu sais, les mails, il peut y avoir plein de manières de les gérer. Vous pouvez très bien vous dire: «Bah, OK, moi, quand je reçois un mail, heu, je vais pas les regarder tout de suite, mais par contre, je vais les regarder une fois le matin, une fois l'après-midi». Après, il y a des gens qui préfèrent le regarder au flot continu. Chacun sa méthode. Tu sais, je vous dis, il y a pas une bonne méthode. Mais trouvez la bonne méthode pour vous de manière à pas être pollué, quoi. Moi, il peut m'arriver d'avoir des périodes où si je suis pas occupée sur des tâches complexes ou quoi, OK, je vais regarder un peu les choses au fur et à mesure, mais le plus souvent, je regarde par petits paquets. Il y a des moments où je me dis: «Bah, tiens, il y a plusieurs mails qui sont arrivés, tiens, je vais aller voir ce qui se passe». C'est un moment où entre 2 tâches, je vais aller m'occuper de ça. Donc je les séquence un peu par petits paquets, par exemple. Et encore une fois, ce n'est qu'une manière de faire qui est la mienne, tu sais? Ne prenez absolument et surtout pas ça pour argent comptant. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, tout simplement, quoi. Les voleurs de temps internes qui vous impactent le plus, c'est lesquels? Retournons les voir ensemble. Alors, la difficulté de dire non, le manque d'ordre et de classement, le perfectionnisme et détail excessif, ça, moi, ça peut être mon cas. Maintenant, je fais très attention, parce que vous avez bien compris que la question suivante, ça allait être: «Qu'est-ce que je mets en place pour corriger mon truc?» Moi, c'est sûr que quand je me vois commencer à relire, 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 je me dis: «Ouh la Marie, peut-être c'est assez relu là, en fait, hein», tu vois? Il est peut-être temps d'arrêter. Parce qu'à un moment, je sais que ça va pas pouvoir être bah, ça pourrait être mieux, là, tu sais, mais mais au fond, ça a pas besoin d'être mieux quelque part. Tu sais, il faut toujours se mesurer, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre, puis tu sais, si c'est suffisant par rapport à tout ce qu'on veut parce que la qualité est correcte, pas la peine d'en rajouter des couches et des couches, quoi. Les erreurs, ça peut encore me faire perdre parfois un peu de temps. Tu sais, quand je commets une erreur, j'ai un peu tendance à me pogner. Alors ça me prend moins de temps qu'à une époque là, mais mais voilà, ça peut faire partie des choses donc notez c'est quoi vos voleurs de temps internes. Puis effectivement, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour y remédier? Parce qu'encore une fois, là, tu sais, prendre conscience de quelque chose, puis pas mettre en place des mesures et des actions correctrices en face, ça ne changera rien à votre quotidien, quoi. Tu sais, on en voit des gens qui disent: «Ah oui, moi je sais, j'ai une très mauvaise gestion de mes mails, je me fais polluer tout le temps» ou «Ah oui, moi, au bureau, il y a toujours les gens qui débarquent dans mon bureau, ça me pollue, là». OK, c'est bien, bah, ça fait 5 ans que tu en parles, puis ça a toujours pas changé. Puis tu te plains toujours d'être débordé dans ton temps. Concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Tu sais, les histoires des gens qui débarquent dans le bureau, là, tu sais, ferme ta porte, puis explique aux gens quand ta porte est fermée, c'est non. Puis ça veut dire que quand quelqu'un va rentrer, parce que si les gens sont habitués à pouvoir rentrer tout le temps, au début, ça va être difficile, hein, c'est évident, hein. Au début, tu vas fermer ta porte, et quand les gens vont rentrer, tu vas lui dire non, quand la porte est fermée, je veux voir personne. Oui, mais c'est important. Eh ben, tu reviendras plus tard. Et c'est sûr que ça va vous demander de résister à votre curiosité, à votre envie d'aider, etc., etc. Mais à un moment, croyez-moi, les gens vont comprendre, hein. Évidemment, à la marge de ce qui est structurel, vital, etc. On est bien d'accord. Gérer son temps, c'est aussi créer un équilibre au sein de son travail, entre temps de travail, temps de pause et temps de relation avec les collègues. On l'a vu, il faut trouver un chemin. Donc, est-ce que c'est facile pour vous de prendre des pauses au cours de votre journée? Ou est-ce que vous vous sentez souvent débordé? Moi, je vous l'ai dit, j'avais du mal au début un peu avec les pauses. Maintenant, je me force un peu à en prendre, puis maintenant, ça devient plus naturel. Parce que je me rends compte que ça me permet de mieux gérer ma façon de travailler. Mais c'est vrai aussi que moi, dans mon rapport au temps, il peut m'arriver de ne pas prendre de pause parce qu'il y a des fois, j'aime, tu sais, comme cumuler une grosse charge de travail, parce que je sais que j'ai la capacité de le faire. Donc, je peux travailler un gros bloc d'heures. Mais après, je vais devoir m'arrêter un gros bloc de temps. Tu sais, c'est impossible de ne pas faire de pause à un moment ou à un autre. C'est juste une évidence. Puis cette notion d'être débordé, tu sais, toujours intéressant parce que ça se quantifie aussi. Tu sais, est-ce que je me sens débordée ou est-ce que je suis débordée? Ce qui est pas la même chose. Parfois, on se sent débordé, puis quand on pose les choses concrètement, on l'est pas.
Peut-être que là, il y a d'autres choses à aller vérifier là, tu sais? Ça peut être une question d'organisation, ça peut être une gestion, mais parfois c'est juste qu'on est pris dans un mood là, tu sais, qu'on court, quoi. Est-ce que vous arrivez à vous organiser dans votre journée de travail entre toutes vos tâches pour terminer la journée sereinement? Normalement, si j'ai bien planifié mes tâches correctement, que je ne me suis pas fait happer par mes voleurs de temps, que j'ai respecté un peu plein grand placé, je dois terminer ma journée de travail sereinement. Me dire: «OK, je suis contente de ce que j'ai fait». Mais je ne dois pas m'avoir calé des objectifs inatteignables. Sinon ça ne fonctionnera pas, c'est évident, quoi. Gérer son temps, c'est donc aussi savoir trouver l'équilibre aussi avec la vie personnelle. Est-ce que vous arrivez à allier le travail au travail ou est-ce que vous en ramenez à la maison? Encore une fois, moi je suis pas en train de dire que c'est, dysfonctionnel de ramener du travail à la maison nécessairement, quoi. Mais parfois ça peut arriver, puis ça dépend de votre travail, puis ça dépend de votre métier, puis ça dépend peut-être que vous êtes aussi en télétravail et cetera. Mais je parle plus de quelque chose qui va vous polluer, voire même, tu sais, d'une espèce de charge qui peut être angoissante, quoi. De se dire: «Oh mon Dieu, j'ai pas terminé ci, j'ai pas terminé ça». C'est-à-dire que les gens physiquement, ils ont pas ramené de travail pour le faire, mais le travail est là dans la tête pareil. Ça, c'est une forme de pollution aussi. Puis ça c'est en général, ça dénote que le temps a été mal géré. Parce que c'est trop présent dans votre esprit. Tu sais, c'est normalement, quand j'ai fini ma journée de travail, je dois être serein, puis pouvoir rentrer chez moi et passer à autre chose. Tu sais, il peut y avoir des contextes, des moments, mais ça ne doit pas être tout le temps. C'est ça qu'il faut distinguer. Puis c'est sûr que plus je vais avoir géré mon quotidien, et structuré ma journée efficacement, tu sais, un peu je repense à la loi du 50-50, j'ai 50 de mes tâches ont été faites, puis il y a 50 des imprévus qui ont été gérés. Bah, globalement, je devrais pouvoir être à peu près satisfait. Donc voyez comment ça fonctionne pour vous, tu sais? Encore une fois, il y a pas de jugement, il y a ni quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est mal. C'est plus vraiment pour vous amener à voir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre rapport au temps. Comment ça impacte l'ensemble de vos zones temporelles. Maintenant, voyons la gestion des tâches au quotidien. Parce qu'effectivement, vous l'avez compris, dans une bonne gestion du temps, il va falloir à un moment poser ces tâches au quotidien. Donc ce que je vous propose, c'est dans votre PDF de cours, c'est là effectivement d'établir la liste de vos tâches. Quand je dis la liste de vos tâches, c'est vraiment la liste de vos tâches dans l'ensemble de vos... Donc les tâches professionnelles, je sais pas, je dois faire mes mails, je dois rédiger des formations, je dois répondre à telle et telle personne, je dois gérer tel et tel dossier, etc. Mais aussi, je dois aller chercher les enfants à l'école, je dois faire les courses, je dois faire le ménage ou j'en sais rien. Listez vos tâches et puis notez quelle importance vous accordez à ces tâches-là. Sur une échelle de 0 à 10. Est-ce que c'est une tâche très importante pour vous d'aller chercher vos enfants ou de réaliser telle tâche au travail ou pas? Puis notez l'importance réelle qu'elle occupe dans votre vie. On parle bien d'une importance perçue, tu sais. Au fond, si je prends rédiger une formation, par exemple. Moi, l'importance intérieure perçue de cette tâche, dans mon métier, quand j'ai des formations à rédiger, à l'intérieur, c'est 10. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est quoi l'importance réelle? Je dirais c'est 10 aussi. Donc là, je suis calée. Faire le ménage, bah, l'importance intérieure de faire le ménage chez moi, c'est 6, 6, 7. Ouais, 7. J'aime bien c'est propre chez moi quand même. L'importance réelle que le ménage soit fait, c'est 2, hein. C'est quand même important que ce soit un peu propre, mais enfin, je veux dire, on peut vivre s'il y a de la poussière dans son appartement quand même. Donc vous voyez, c'est faire ce pendant-là en fait. Donc on est vraiment sur les... Et ce qui va être important, une fois que vous avez établi cette liste, effectivement c'est à partir de cette liste, de voir un peu le classement des tâches qui sont réellement importantes et de l'importance que vous leur accordez. Finalement, cette tâche, moi j'ai donné un exemple où finalement ça matchait. Une formation, je trouve que c'est important extérieurement, intérieurement, etc. Mais le ménage, vous voyez bien, tu sais, il y a des fois, je me dis, mais je me pogne à faire mon ménage, mais c'est pas ça qui est l'urgence, hein, ni l'importance. Hein. Donc, observez toutes ces différences qui peuvent exister,
de manière à pouvoir prendre conscience que parfois, on donne beaucoup de temps et beaucoup d'importance à des choses qui finalement n'ont peut-être pas réellement. C'est là qu'on se fait polluer dans notre gestion du temps en général. Observez ces écarts, puis notez vraiment c'est quoi qui vous convient, c'est quoi qui vous convient pas, puis comment vous pourriez en fait réajuster ça finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer? Tu sais, si je reviens avec mon histoire de ménage, moi je pourrais me dire, ben, j'y vois une importance importante quand même. 7-8, c'est quand même important. Mais en même temps, réellement, si le ménage n'est pas fait, c'est comme je me dis, c'est à deux, quoi. Ça peut vouloir dire, par exemple, que cette tâche pourrait la déléguer. C'est toujours un peu d'aller voir, qu'est-ce que je peux faire? Aller chercher des enfants à l'école, moi j'ai beaucoup vu ça dans des gens que j'ai accompagnés sur la gestion du temps. Bah, parfois, là, tu sais, c'est le truc qui passe à l'as, quoi. Les gens, ils vont te dire, bon, c'est une importance de 8. Moi, si je pouvais chercher mes enfants à l'école, j'adorerais ça, mais dans le réel, c'est à 2, quoi. Je le fais jamais, quoi. Et il y a peut-être quelque chose à réaligner, quoi. Parce que dans ta gestion du temps, tu peut-être pas à la bonne place, quoi. Comment tu peux t'organiser? Est-ce que tu peux, tu sais, comme partir plus tôt de ton travail, aller chercher tes enfants, passer un temps avec eux, puis après continuer ton travail? Il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. Moi, j'entends énormément de gens qui fonctionnent de cette manière. Ils commencent leur journée peut-être en présentiel, ils vont chercher leurs enfants, puis ils terminent leur journée en distanciel chez eux. Pourquoi pas? Tu sais, il y a des solutions à tout. Après, c'est à voir si c'est faisable dans votre boulot, dans votre vie, dans votre organisation, etc. hein. Je suis d'accord que toutes les solutions ne sont pas applicables, hein, mais essayez d'observer ce qui est faisable. Alors, je vous invite maintenant, sur les points que vous avez identifiés comme n'étant pas en adéquation dans vos attentes, à faire l'exercice de réflexion suivant. Donc, c'est ce que je vous disais, identifier la difficulté, le problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des écarts? Est-ce que j'ai des retards répétés? Est-ce que j'ai manque de motivation? Est-ce que le projet n'est pas clair? Est-ce que j'ai pas de temps de repos dans ma journée? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'arrive pas par rapport à ce qui me paraît prioritaire, à leur donner une importance réelle? Définir les causes et les origines du problème. Qu'est-ce qui fait que sur ces tâches qui seraient importantes, elles prennent jamais de la place dans ma vie? Est-ce que j'ai un mauvais emploi du temps? Est-ce que j'ai de la difficulté à me concentrer? Est-ce que je perçois pas mes objectifs? Est-ce que je définis mal mon rythme de travail? Est-ce que j'ai un environnement difficile familialement ou professionnellement? J'ai trop de charges, trop de pression, pas assez de planification. Tu sais, parfois la planification, il y a ce qui part de nous, mais il y a aussi ce qui part des entreprises. hein. Si on n'a pas les bonnes infos, parfois c'est compliqué. hein. Puis identifier le lien entre le problème et les causes, en fait. Une fois que vous avez identifié un problème perçu dans votre gestion du temps, en disant, tu sais, je vois que je suis toujours en retard, ou je suis toujours débordée, ou j'ai toujours tel et tel problème, puis que je me rends compte que peut-être les causes, etc., c'est ça. Qu'est-ce que concrètement vous pourriez faire? Si votre problème, c'est toujours en retard, et que dans votre vie, vous vous rendez compte qu'en fait, vous planifiez jamais rien, peut-être que la solution, c'est d'avoir un agenda. Tu sais, à beaucoup de problèmes complexes, il y a des solutions souvent simples. hein. Tu sais, le coût du retard, que je sois en retard pour rendre un projet ou que je sois en retard à une réunion, etc. Souvent, les gens vous disent, ah bah oui, mais j'ai manqué de temps, j'ai pas compris, je me suis laissé déborder là. Puis, tu sais, sincèrement, il y a plein de causes à ça en arrière là. Et c'est pour ça que c'est important d'aller comprendre qu'est-ce qui part chez vous. Vraiment. Parce que je sais que parfois, c'est très souffrant pour certaines personnes d'être tout le temps en retard. Quoi. Mais qu'est-ce qui part concrètement chez vous? Qu'est-ce qui fait que souvent, il y a effectivement en général un problème d'anticipation et d'organisation? Parce que effectivement, moi je le vois, hein, parfois ça me fait rire, les gens me disent, je dis: «Ah pour aller à tel endroit, c'est 1 heure et demie». Les gens me disent: «Bah non, je viens de regarder sur Google, c'est 1 heure, c'est pas 1 heure et demie». C'est-à-dire que si tu comptes le temps que tu descendes de chez toi pour aller monter dans ta voiture, d'aller récupérer ta voiture, de faire le trajet, le temps de te garer là-bas et de monter dans ton bureau, en fait, il va peut-être passer 1 heure et demie. Bah oui, mais le temps de trajet, c'est pas 1 heure, c'est quand même 1 heure, si tu veux, mais en fait, dans l'absolu, si tu veux être à l'heure, ça t'aura pris quand même 1 heure et demie. Donc effectivement, si tu prévois 1 heure, il y a quand même 99 chances sur 100 que tu sois tout le temps en retard. Ça, c'est un grand classique. Un grand, grand classique. Tu sais, si tu comptes pas les temps un peu comme ça de transition,
Ça fonctionnera jamais. Si tu planifies dans ta journée que tu vas avoir des 1 heure pour ça, puis 1 heure pour ça, puis 1 heure pour ça, puis que tu prévois aucun temps de latence, c'est évident, tu vois? On se rappelle, hein, on l'a vu dans toutes les lois du temps, hein. Il nous faut switcher d'un sujet à un autre, d'une situation à une autre, et cetera. Et si vous mettez pas des temps un peu de respiration de temps en temps, bah, forcément, à un moment, ça rentrera pas parce qu'il va y avoir un imprévu, parce qu'il va y avoir un besoin de respiration, et cetera. Et vous allez sans arrêt, en fait, être en retard. Si vous devez si vous collez vos rendez-vous, qu'il y en a un qui termine à l'heure et que vous devez aller dans une réunion qui est à une salle mais même à 5-10 minutes, bah, c'est sûr que les 5-10 minutes, vous allez être en retard. Alors, je sais, il y a des gens qui vont me dire: «Ouais, mais 5-10 minutes, c'est pas en retard». Bah si, en fait, hein, c'est en retard. L'heure, c'est l'heure. Tu sais, je dis pas que c'est la fin du monde nécessairement, j'en sais rien. Mais vous voyez bien, tu sais, que ces temps-là, en général, on les compte pas. C'est nos fameux voleurs de temps. Et si vous les anticipez pas un minimum, bah, vous trouverez jamais de solution. Donc vraiment, observez tous les phénomènes chez vous, tu sais, qui font que, beh, ça parfois vous vous laissez suffoquer, puis ça va faire que ça va vous aider à voir quelles solutions concrètes vous pouvez mettre en place. À poser des solutions, quoi. Mettez en place des choses concrètes. Une solution, c'est quelque chose de concret et de pragmatique, hein, et opérationnel et exécutable. Puis, je suis pas en train de vous dire que vous y arriverez du premier coup. Tu sais, moi, je suis comme tout le monde à une époque, je gérais pas, tout bien mon temps, quoi. Je me sentais parfois débordée, je me sentais parfois, pris dans des imprévus. Puis petit à petit, j'ai commencé à mettre un planning en place, à avoir un agenda, à noter les choses, et cetera. Moi, j'ai un agenda avec plein de codes couleurs en fonction de mes tâches personnelles, mes tâches professionnelles. Je distingue ces différentes tâches professionnelles, les temps de formation, et cetera. Et ça me permet effectivement d'avoir une visibilité de tout ça. Et quand je planifie une tâche, je planifie toujours un peu plus de temps en me disant, ben, ok, j'ai de la marge, quoi. S'il se passe un imprévu, s'il y a un truc que je dois refaire ou quoi que ce soit, ça va m'aider effectivement dans mon quotidien. Bah, sinon, ça peut jamais fonctionner. Et puis, à la fin de mes journées, moi, en général, je fais toujours un temps, je prévois toujours un temps «off» entre guillemets, en me disant: «Bah, si je veux partir à cette heure-là, ça veut dire qu'1 heure avant, il faut que j'ai rien». Puis là, je vais aller regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, quelles sont les tâches qui sont en souffrance, quelles sont peut-être les tâches qu'il faut absolument que je termine ce soir. Et ensuite, je peux terminer sereinement ma journée. Je suis pas en train de vous dire que c'est ça que vous devez tous faire. Je suis en train de vous dire: trouvez un chemin qui fonctionne pour vous. Puis le seul moyen de trouver un chemin qui fonctionne pour vous, c'est de faire des essais-erreurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune organisation, aucune réflexion sur le sujet, aucune action concrète. Il n'y a rien qui changera jamais, ça c'est évident. Et on ne peut pas se dire, oui, mais c'est à mon patron de me donner le nombre de tâches suffisantes. Mais le patron, il ne sait pas comment tu vis, comment tu gères ton temps, il ne sait pas tout, quoi. Donc c'est un moment, c'est aussi à toi de donner du feedback à ton patron en disant, bah ok, moi je peux gérer ça comme ça, mais ça et ça, je peux pas, là, tu sais. Donc, à chaque fois qu'il y a une problématique, je vous invite à faire le petit chemin de réflexion, de vous dire, OK, c'est quoi la problématique que j'ai identifiée? C'est quoi les causes et les origines du problème? C'est quoi le lien? Et quelles pistes je peux évoquer? Et du coup, c'est quoi les solutions concrètes que je vais mettre en place? Maintenant, au-delà de tous ces grands principes et des petits exemples que j'ai pu vous donner, etc., allons voir effectivement des méthodes de gestion du temps. Parce qu'effectivement, connaître quelques méthodes de gestion du temps, ça peut vous aider aussi. Donc, il y a une méthode qui est assez connue qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Elle permet en fait de traiter les tâches par degré d'importance. Et en fait, en gros, elle dit qu'on a 4 types d'activités qui vont être classées en fait en urgent, pas important, important. Vous trouverez la matrice présentée dans votre PDF de cours. Et donc, si une tâche est importante et urgente, ça veut donc dire que je dois la traiter tout de suite. Si une tâche est importante mais pas urgente, je vais prévoir une date dans mon agenda pour la mettre en place. Si la tâche elle est urgente et pas importante, au besoin, je peux la déléguer. Ou si elle doit s'exécuter rapidement, je vais la faire. Et si la tâche elle n'est pas importante et pas urgente, ben je reporte. Je traite en dernier. Et parfois, il y a des gens, c'est pas urgent, pas important, mais ils se disent ça me fait plaisir, je vais la faire. C'est sûr qu'à un moment, les tâches importantes et urgentes n'ayant pas été traitées, ça va polluer ton temps. Moi, à une époque, j'ai remarqué que j'avais un petit peu du temps à procrastiner à payer les factures. Un vice, j'imagine, dans lequel 2-3 personnes peuvent se reconnaître. Parce que t'aimes pas trop ça, payer tes factures, tu te dis encore de l'argent qui sort et tout.
Mais en fait, j'ai remarqué que je me disais: «Mais de toute façon, c'est pas urgentissime à payer cette facture, la date est beaucoup plus loin, donc j'ai du temps». Mais ça me ronge un peu de l'intérieur. Ça commence à m'angoisser. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je suis débordée, que j'ai du temps pour rien et cetera. Donc du coup, ça me suffoque. J'essaye de mettre en place des tas d'actions correctrices. Puis tout d'un coup, je paie la facture et je me dis: «Waouh! Oh finalement, j'ai plein de temps pour faire plein de trucs». Tu sais, faire attention, tu sais, à des tâches comme ça qui sont importantes, à la place qu'on leur donne, quoi. Donc ça, c'est un petit outil sympa. Et pour apprendre à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important, je vous ai fait un cours sur le sujet. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc je vous invite à le visionner pour utiliser avec discernement cette méthode. La méthode de Nerak, c'est Wert. Je ne sais pas comment ça se dit. Cette méthode, c'est vraiment une méthode de gestion intéressante parce qu'elle permet en fait d'établir le temps adéquat en fonction des tâches. Donc en gros, le tout, c'est tout en tenant compte évidemment des priorités et des imprévus. Donc, en fait, on note les tâches à accomplir, on estime la durée de chacune des tâches. Puis, donc on va les positionner, on va dire, bah ok, j'ai telle tâche à faire, ça va me prendre tant de temps. En plus, je me bloque du temps pour les imprévus. Ensuite, j'établis mes priorités dans les tâches. Et ensuite, bah, je vais contrôler et reporter, au besoin, les tâches inachevées. C'est un peu ce que je vous disais, moi, avec ma gestion du temps, où globalement, je fais à peu près ça. Je note à chaque fois que j'ai des tâches, je vois leur niveau de priorité, je vois leur niveau d'importance, je les positionne dans mon agenda avec un temps défini. Moi, dans mon agenda, il y a toujours des temps off. Et souvent, sur chaque tâche, bah, je vais y prévoir plus de temps. Quand parfois je me dis, tiens, il faut que je réponde absolument à tel mail, dans mon agenda, je vais bloquer demi-heure. Ça ne va pas nécessairement me prendre une demi-heure à répondre au mail. Mais c'est pas grave, ça me fera du temps pour le restant de ma journée, pour d'autres choses. Mais parfois, ça peut me prendre une demi-heure pour répondre à un mail parce que c'est d'importance, il faut peser les mots, les choses, etc., etc. Des outils de gestion du temps qu'ont fait leurs preuves également. Alors, la liste des choses à faire, la fameuse to-do list, pour identifier ce que vous avez à faire et ne rien oublier. Pareil, je vous ai fait un cours spécifique sur la to-do list. Parce que ça aussi, il y a plein de gens qui n'utilisent pas du tout bien la to-do list. L'agenda, pour moi, ça, c'est un incontournable de la gestion du temps, quoi. Électronique, papier, les deux. Moi, je vous le dis, moi, là, j'ai un agenda papier et j'ai un agenda électronique. Mon agenda papier, il me sert à donner les grandes lignes de mes projets, de ce que j'ai à faire, la grande vision. Et ça me permet d'avoir un tableau un peu global des choses. Puis j'avoue que j'aime bien un peu le papier. Et sinon, j'ai mon agenda électronique dans lequel je note toutes mes tâches. Les deux sont complémentaires pour moi. La visioconférence. La visioconférence est un très bon outil d'efficacité et de gestion du temps. Parfois, ça vous évite des temps de trajet, ça vous permet de gagner en efficacité. C'est sympa le présentiel, mais parfois ça fait du bien, une petite visioconférence, si ça nous permet d'aller quelque part. Les logiciels de partage de fichiers, comme le Drive, comme des outils comme Teams, Asana ou peu importe, etc., qui vont permettre effectivement de gagner du temps, de fluidifier, d'éviter de sans arrêt se perdre dans les documents, quoi. Tous les logiciels de planification aussi peuvent vous aider vraiment sur de la gestion de projet, sur de la gestion d'équipe, sur du travail partagé, etc., quoi. Donc là, maintenant, je vous invite à prendre un moment puis à noter les méthodes et les outils que vous envisagez d'utiliser dans votre quotidien. Pour vous aider concrètement, vous avez repéré un peu c'est quoi votre gestion du temps. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, du soir? Comment vous gérez vos tâches? Comment vous gérez vos priorités? Qu'est-ce qu'il y a à faire? L'importance plus ou moins relative que vous donnez aux choses? Et peut-être les difficultés que vous avez pu observer et comment vous pouvez les mettre en place. Mais concrètement, c'est quoi les outils que vous allez mettre en place pour avoir une meilleure gestion du temps dans votre quotidien? Et pour conclure, je vais vous donner en fait 10 conseils. J'en ai essemé là tout au long évidemment de ce cours. Mais pour conclure, je vous donne ces 10 conseils. Faites de la gestion du temps une priorité. Ça veut dire quoi ça tout simplement? Ça veut dire qu'apprendre à gérer son temps, ça veut dire bien le gérer. Ça veut dire qu'à un moment, dans votre planning, dans votre agenda, il faut qu'il y ait un temps gestion du temps. Moi, quand je vous parle là de mon organisation, moi, toutes les fins de mois, je fais un bilan de mon mois pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, comment les choses ont été posées, comment j'ai avancé, etc., où j'en suis dans mes grands objectifs du mois. Et je planifie le mois suivant.
Puis effectivement, à la fin de chaque semaine, je fais des recalages pour voir un peu ce qui a été fait, ce qu'il faut que je reporte, comment je l'aménage, et cetera. Débarrassez-vous de vos fantômes. C'est quoi les fantômes? C'est toutes les tâches inachevées qui reviennent. Bouclez les choses à un moment. Parce que parfois, on finit pas, puis on se dit: «Oh, on y reviendra plus tard», et cetera. C'est ça qu'on appelle les tâches fantômes. C'est boucler les choses une bonne fois pour toutes, qu'elles arrêtent de revenir, hein. Voyez ce qui marche pour vous. Je vous l'ai dit, tu sais, appliquez pas des recettes toutes faites, ça sert à rien, là. Voyez ce qui fonctionne pour vous vraiment, quoi. Puis même si ça paraît improbable, même si ça paraît ubuesque, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'en faire un bouquin puis de le créer sur la planète. Mais si c'est ça qui fonctionne pour vous, parfait, quoi. Moi, il y a des gens, ils pensent que je suis folle, hein, avec mon agenda, hein. Ils me disent: «Mais putain, mais tu notes tout?» Ouais, je note tout. J'aime ça, ça me rassure. J'adore voir mon petit agenda rempli. À la fin de ma journée, s'il y a des tâches que j'ai faites qui n'étaient pas planifiées, je les rajoute. C'est comme une mémoire à tout jamais. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça me fait du bien. Accordez-vous des pauses. Je n'insisterai jamais assez, tu sais, mais vraiment la pause, c'est c'est un incontournable d'une bonne gestion du temps. Sinon, on s'épuise, quoi. Il faut qu'il y ait des temps off, des respirations, des moments où on fait des petits breaks. C'est pas, tu sais, faire une pause, ça veut pas dire ah voilà, je suis abachie dans mon truc puis je bouge pas, tu sais. Ça peut être aller prendre un petit café, elle peut être aller prendre une marche, ça peut être juste, tu sais, comme sortir de son truc, rigoler, écouter une musique, whatever. C'est une pause aussi. Il y a plein de manières de faire des pauses. Gardez votre ou vos objectifs bien en tête. N'oubliez pas là où vous voulez aller, quoi. Et oui, parfois, tenir ces objectifs, ça demande de la ténacité. C'est certain, quoi. Ça demande parfois des efforts. Ça demande parfois un peu de challenge, quoi. Mais un bon objectif, hein, tu sais, j'ai fait les cours sur les objectifs, donc on pourrait les regarder, mais un bon objectif, c'est vraiment cette idée que ça doit nous challenger un peu, mais ça doit être atteignable. Sinon, ça n'a aucun sens. Demeurer sur la bonne voie. Ça veut dire, tu sais, à un moment, quand vous mettez des choses en place, et cetera, tu sais, tenez le cap, là, tu sais. Changez pas de vie toutes les 2 minutes, là, sinon, à un moment, ça n'ira nulle part. Je suis pas en train de vous dire que parfois, il faut pas réadapter les choses et aménager. Mais à un moment, quand vous êtes dit: «Bah, tiens, je veux apprendre à fonctionner comme ça», donnez-vous un peu du temps pour que ça fonctionne, quoi. Tu sais, si vous vous dites: «Ah bah oui, mais moi, son histoire d'agenda, de machin, de planification des tâches, là, ça fait 3 jours que j'essaie puis j'y arrive jamais, là». C'est beaucoup trop court, quoi, hein, donnez-vous du temps. Organisez-vous. Ne perdez pas de temps à attendre. C'est-à-dire que je parlais d'attendre des réponses là, vous savez? C'est sûr que quand on attend une réponse, parfois on se sent impuissant, mais pendant qu'on attend, on peut faire d'autres choses. Parce que si je fais rien, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça me fait perdre un temps infini, quoi. Puis, tu sais, c'est sûr que parfois, on va se dire: «Oui, mais il y a des choses importantes qui dépendent de cette réponse». OK, bah, informe que tu attends la réponse, fais des relances de temps en temps, mais en attendant, continue sur d'autres choses et prends des mesures de sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe si à un moment, tu as jamais la réponse? Gardez-vous Chargez-vous de gérer votre temps. Chargez-vous de gérer votre temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça, c'est une tâche que je déconseille de déléguer. Tu sais, vous pouvez vous faire aider par des gens qui vont organiser, mais le gros de votre temps, c'est à vous de le gérer, quoi. Tu sais, c'est sûr qu'on peut avoir quelqu'un qui va vous placer des choses dans votre agenda, mais gardez toujours un œil sur votre gestion du temps pour, pour veiller à avoir ces fameux temps de pause, pour veiller à avoir une articulation logique, pour veiller à avoir les temps familiaux, les temps de loisirs, etc., etc. Effectuez un suivi de votre temps. Il y a plein de gens, ils font une planification puis ils y reviennent jamais, là. Même au cours de sa journée, on fait des recalages pour voir où on en est et comment ça s'agence. Donc une bonne gestion du temps, finalement, c'est prendre le temps de le gérer, c'est prendre le temps de bien comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est vous, puis mettre du sens à tout ça et mettre en place des actions concrètes. Puis donnez-vous le temps qu'il faut pour voir ce qui fonctionne. Et puis à un moment, vous verrez que vous allez gagner en sérénité parce que vous aurez vraiment mis en place des structures et une organisation. Puis inspirez-vous un peu des exemples que j'ai pu donner, des éléments, des auteurs, etc. pour voir ce qui fonctionne pour vous. Ayez un peu tous ces éléments en tête quand vous allez mettre en place votre organisation ou améliorer celle que vous avez déjà, parce que peut-être que déjà vous avez déjà des choses en place et ça va juste vous permettre d'affiner puis de gagner un cran de plus en sérénité.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur une bonne gestion du temps. Je vous souhaite le meilleur et au plaisir sur Bigger.